Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des grandes idées novatrices qu'a pu avoir la Marine nationale française. Il y a un peu plus d'un siècle, cette dernière va avoir la bonne idée de créer une flotte de 5 cuirassés, mais d'une façon assez déroutante. Car ces 5 navires vont être construits un peu n'importe comment. Résultat des courses, eh bien ils n'auront pas une existence vraiment glorieuse. Mais l'un d'entre eux restera un peu plus célèbre que les autres, car sa fin tragique fera partie des plus mauvais souvenirs de la Marine nationale. Et aujourd'hui, c'est de lui que je vais vous parler en profondeur. A tout de suite. Nous sommes en 1890, lorsque le ministère de la Marine lance un projet concept de 5 cuirassés, qui feront partie de ce qu'on appellera flotte d'échantillons. La particularité de ces 5 navires, c'est que leurs ingénieurs vont avoir le champ libre sur pas mal de choses lors de leur conception. Mais ils auront quand même quelques obligations imposées par la Marine, comme par exemple sur les canons ou encore le blindage des cuirassés. Et ces 5 cuirassés de l'espace, j'ai envie de dire, seront tous construits dans les années 1890 et à des endroits différents. Et tout ça va poser de réels soucis en termes d'approvisionnement ou encore d'entretien. Sans compter qu'ils n'ont pas la même motorisation, les mêmes calibres d'artillerie secondaire ou encore de compartimentage. Mais bon, malgré tout, l'un d'entre eux s'en sortira un peu mieux que les autres. Et ces 5 cuirassés, les voici. Il y a d'abord le Charles Martel, qui sera fabriqué à Brest et mis en service en 1896. Il ne fera rien d'extrêmement glorieux de son existence et sera mis en réserve en 1912, puis démantelé en 1922. Ensuite le Carnot, fabriqué à Toulon et mis en service en 1897. Lui non plus ne fera pas grand bruit dans la marine, et sera mis en réserve en 1907, puis démantelé en 1922 à Brest. On trouve ensuite le Masséna, fabriqué à Saint-Nazaire, et mis en service en 1898, qui lui par contre fera des choses. Ou plutôt il lui arrivera des choses, puisqu'en 1908 il sera placé en réserve, et en 1915 il sera sabordé lors de la bataille des Dardanelles, au large de Gallipoli, pour servir de brise-lames lors du repli des troupes alliées. Et enfin le Jaurès Guibéry, qui sera le navire qui lui s'en sortira le mieux. Fabriqué à la Seine-sur-Mer et mis en service en 1897, il participera à la défense du canal de Suez, mais s'illustrera aussi lors de la Première Guerre mondiale. Il sera par la suite désarmé en 1920 à Toulon et démoli en 1934. Je reviendrai rapidement sur lui plus tard, mais désormais il est temps que je vous parle du Bouvet. Le dernier de ces 5 cuirassés qui lui aussi a participé à la Première Guerre mondiale, et plus précisément à la bataille des Dardanelles. Mais contrairement au Jaurès Guibéry, ça va beaucoup moins bien se passer pour lui. Et son équipage. Nous sommes donc en 1915, quand il est décidé par les alliés de la Triple Entente de libérer le passage des Dardanelles, tenu par l'Empire ottoman, qui s'est fraîchement allié en novembre 1914 à l'Allemagne. Car pour la France et l'Empire britannique, le seul moyen d'approvisionner l'allié russe, c'était ce passage maritime, étant donné que l'Allemagne bloquait complètement les routes. Malgré de multiples tentatives qui resteront vaines pour convaincre les Turcs de rester neutres, la France et l'Empire britannique décideront donc sous commandement britannique d'attaquer au début de l'année 1915 l'Empire ottoman, afin de s'emparer de la péninsule de Gallipoli, dont le détroit des Dardanelles fait partie, et ensuite de Constantinople, pour faire plier les Turcs. Mais le détroit est bien protégé par les Ottomans, il y a des fortifications et surtout de l'artillerie mobile, sans compter les nombreuses mines qui ont été déployées dans le détroit. Il va donc être décidé dans un premier temps d'envoyer des dragueurs de mines, qui seront chargés de nettoyer le détroit. Ils seront protégés par le feu nourri de plusieurs navires français et britanniques. Plusieurs forts ottomans vont alors être détruits, mais pour les batteries mobiles, ça va être plus compliqué car elles échappent aux tirs alliés et menacent grandement les dragueurs de mines qui nettoient le détroit. Churchill, qui faisait alors partie du haut commandement et qui était légèrement gonflé de la tournure des événements, mandera alors au commandant de la flotte d'augmenter la pression sur les Ottomans. Quelques jours plus tard, des messages allemands furent interceptés par les Alliés, et ces derniers disaient que les Ottomans étaient quasiment à court de munitions. Il n'en fallut donc pas plus pour décider de lancer une attaque totale, réunissant tous les navires présents, dont un certain Bouvet. Le 18 mars 1915, une grande flotte composée de nombreux croiseurs et 18 cuirassés, sous le commandement d'un amiral anglais, s'élance dans un passage étroit de 1500 mètres de largeur seulement. Le Bouvet, qui est lui dans l'escadre française commandée par l'amiral Guéprat, fait partie de la deuxième ligne. Le but de cette attaque va être de détruire totalement les batteries côtières ottomanes.
Et au début, ça va plutôt bien se passer pour les Alliés. Ils vont faire de nombreux dégâts et même endommager les lignes téléphoniques. D'ailleurs, le Bouvet à l'aide de son canon avant de 305 mm va faire du bon boulot, même s'il sera touché par 8 tirs d'artillerie. Son blindage épais imposé par la marine le protégera plutôt bien. Jusqu'à ce qu'un gros problème arrive. Après seulement 6 tirs de son canon principal avant, celui-ci va connaître une grave avarie, qui va grandement handicaper le Bouvet. Les marins en charge de ce canon vont alors devoir quitter leur poste, pour éviter l'asphyxie due à ce gros problème. Mais le pire restait à venir pour le Bouvet. Souvenez-vous, les ingénieurs avaient eu le champ libre sur pas mal de choses, et autant le Bouvet disposait d'une bonne cuirasse bien épaisse au-dessus de sa ligne de flottaison, autant son blindage sous sa ligne de flottaison lui avait été plutôt négligé. Remarque à ce moment, c'était le problème de beaucoup de cuirassiers français. Mais bon, n'oublions pas qu'en plus, le Bouvet, lui, faisait partie de la flotte échantillon, et qu'il avait vraiment été mal conçu. Pour faire simple, il ne fallait surtout pas qu'il se prenne une torpille ou une mine, à un endroit sensible. Même si vous me direz que dans tous les cas, les navires aiment pas trop prendre des mines ou des torpilles. Pour le Bouvet, ça aurait juste été une catastrophe. Il s'est pris une mine. Lorsque l'amiral britannique va ordonner à la flotte de se replier, le Bouvet va heurter une mine. On ne sait pas si les dragueurs de mines étaient passés à côté ou si ce sont des torpilleurs turcs qui ont déposé de nouvelles mines en vitesse pendant la nuit, mais quoi qu'il en soit, à 13h58 le 18 mars 1915, une mine toucha le cuirassé au centre à tribord, ce qui causa une énorme explosion ouvrant le navire de toutes parts, et l'eau s'y infiltra à très grande vitesse. Le Bouvet se coucha alors sur le flanc très rapidement, dû à sa mauvaise conception, avant de sombrer. Et là, vous devez vous dire, oui, mais c'était la guerre, et des navires qui coulent pendant la guerre, ça n'a rien d'exceptionnel. Effectivement. Sauf que le Bouvet lui a sombré entièrement, en moins d'une petite minute. Je sais pas si vous vous rendez compte, en moins d'une minute. Et en emportant avec lui la quasi-totalité de son équipage. Même si les chiffres ne disent pas tous exactement la même chose, on estime que l'équipage du Bouvet, à ce moment, était d'environ 700 hommes. Quant au nombre de survivants, lui est estimé à 75, la plupart étant déjà sur le pont du Bouvet, dont les marins qui avaient fui le canon avant. L'histoire raconte que le commandant de bord du Bouvet, Rageot de la Touche, était sur la passerelle et qu'il a délibérément choisi de couler avec son bâtiment, alors qu'il aurait pu se sauver. Lorsque le Bouvet a explosé et a sombré, les Alliés ont pensé que c'était dû à une torpille et non une mine, ce qui fait qu'ils ne se sont pas méfiés plus que ça. Résultat, d'autres navires seront frappés par des mines, certains couleront, et d'autres plus chanceux seront juste endommagés. Je vous avais parlé du Joré Guibéry au début, et je vous avais dit qu'il s'en était mieux sorti que ses congénères, de la flotte échantillon. Eh bien, sachez que lui aussi a participé à la bataille des Dardanelles, et même au débarquement des troupes alliées. Et il a fait le boulot. Et pour ce qui est de la bataille, ou plutôt de la campagne des Dardanelles, j'ai envie de dire, elle s'achèvera le 9 janvier 1916, et sera un échec pour les Alliés. Les Turcs en sortiront vainqueurs, mais au prix de centaines de milliers de morts de chaque côté. D'ailleurs, cette bataille restera une fierté pour l'Empire ottoman, qui aura vaincu à lui seul une coalition occidentale. Et chaque année en Turquie, la bataille des Dardanelles est commémorée, même s'il était reconnu plus tard que des officiers allemands avaient été envoyés pour superviser tout ça. Mais cette dernière est aussi commémorée en Australie et en Nouvelle-Zélande, car même si ces deux nations étaient en partie indépendantes de l'Empire britannique, elles ont quand même pris part au conflit et ont connu d'énormes pertes. Car il faut savoir que la grande majorité des combattants français et britanniques lors de cette campagne étaient issus des colonies de ces deux nations. Turcs, Anglais, Français, Australiens ou Néo-Zélandais, vainqueurs et vaincus, côte à côte. C'était l'histoire malheureuse du Bouvet et de ses marins lors de la bataille des Dardanelles. D'ailleurs, sachez que sur Wikipédia, vous avez les coordonnées GPS de l'endroit approximatif où repose l'épave du Bouvet. Et vu que je suis quelqu'un de très très sympa, je t'ai fait une petite capture d'écran pour que tu t'embêtes pas à chercher. Voilà. Il serait à peu près par ici. Dans tous les cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, lâche un petit pouce bleu, un commentaire et à partager aussi. Et la clochette. Si jamais t'es abonné et que t'as pas activé la clochette, active-la s'il te plaît. Sinon tu seras pas prévenu de mes sorties de vidéos et tu les verras pas. Et vous êtes beaucoup à pas avoir activé la clochette. Et c'est moche. Franchement, c'est moche, c'est chiant. On est presque 5000, je fais 200 vues au bout de 48 heures. La clochette, s'il vous plaît. Allez, bisous. À la prochaine.